Voilà comment se nomme le projet de l'hôpital Simone Veil. Développer la confiance, l'autonomie, la responsabilité des professionnels au plus près de la prise en charge des patients. C'est le projet managérial de l'hôpital. Je trouvais que ça sonne particulièrement bien avec notre promesse de développer les talents, qui est de mobiliser les dynamiques collectives pour favoriser l'engagement, l'autonomie et la responsabilité des personnes et des équipes. Je te donne la parole, Nathalie. À la suite de ça, comme vous êtes là installés par petits groupes, vous êtes un peu plus de 60, vous aurez l'occasion d'échanger entre vous autour de 3 questions. Qu'est-ce qui m'a marqué dans ce que j'ai entendu? Quelles idées ça peut me donner dans mon rôle? Et en quoi je peux transposer? Faisons confiance aux dynamiques collectives pour apprendre tous quelque chose aujourd'hui. Bien, bonjour à tous. D'abord, un merci à Karine pour cette proposition. C'est un plaisir d'être avec vous. Et aussi un peu de pression parce qu'il paraît que c'est un public très éclairé dans la facilitation, à la fois équipage et partenaire de l'équipage, puisque c'est comme ça qu'on dit ici, et de donner l'occasion d'un partage avec vous, effectivement, sur un projet que je mène depuis 8 ans. Donc tu l'as dit, moi je suis directeur d'hôpital, c'est ça mon métier. Donc forcément, vous connaissez mon organisation. Et j'avais fait un petit sondage pour savoir si je vous dis hôpital, c'est quoi l'adjectif qui vous vient en tête, comme ça, spontanément, sans réfléchir. Guérir. D'autres. Budget. Soignant. Lit. Lit, manque de lit. Pardon? Pression. Voilà, vous savez d'où je parle. Donc, je parle d'un hôpital, effectivement, qui a une marraine qui s'appelle Simone Veil. Donc, forcément, ça nous oblige un peu, qui se situe dans le Val d'Oise. Et pour donner un ordre de grandeur, c'est une organisation de 2600 collaborateurs. Pour vous dire un peu comment ça fonctionne, et qui fait de la médecine, de la chirurgie, de la maternité, de la psychiatrie, des EHPAD. Enfin, voilà, c'est des choses et noms que vous connaissez tous et qu'une façon ou une autre, vous avez fréquenté. Et ce que vous avez dit, ça reflète assez bien, moi, le constat que j'ai fait quand j'ai commencé, donc maintenant, il y a très longtemps, et que je suis arrivée comme jeune directeur dans les hôpitaux, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les hôpitaux français, les directeurs sortent d'une école nationale, donc on n'est pas médecin, on est manager, spécialiste de santé publique, et puis on essaie de faire fonctionner une organisation, quelqu'un l'a dit, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et ce qui m'a marqué en fait en arrivant à l'hôpital, c'est à la fois l'humanité, on a parlé de soins, il y a des patients, etc. L'engagement des professionnels et la liberté aussi, ça paraît pas. Moi, alors, je parle de l'hôpital public, c'est ce que je connais. Au fond, même jeune directeur d'hôpital, en fait, il y a plein de marge de manœuvre. Et ça, c'est une partie. Et l'autre côté, ce que j'ai vu, c'est une organisation hyper pyramidale. On a des chefs à plumes à tous les étages, dont moi. C'est très cloisonné. Quand on est en cardio, on n'est pas aux urgences. Il y a beaucoup de territoires. Donc, on a vraiment ces deux polarités. Et donc, ça a posé la question de savoir, de là où j'étais, quelles conditions il faut créer pour être d'un côté ou pour être d'un autre. Et donc, c'est au fond les conditions de l'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage à l'hôpital ou qu'est-ce qui fait qu'on ne s'engage pas? Et moi, mes petits camarades le savent, ce qui m'anime, en fait, c'est ce que j'appelle le pouvoir d'agir. Donc, c'est un parti pris, une hypothèse, en disant qu'en fait, au fond, dans ces systèmes un peu bureaucratiques, un peu pyramidales, soit on se dit qu'on ne peut rien faire. Il y a de la tension, il n'y a pas de lit, on attend aux urgences, on n'a pas d'argent, c'est de la faute de la direction, c'est de la faute de l'agence régionale, c'est de la faute du ministère. Et puis, on vient travailler un peu à reculons. Soit on se dit que quelles que soient nos missions en fait dans l'hôpital, quel que soit le grade, quelle que soit la fonction, là où on est, on peut influencer, on peut améliorer ce système. Et donc tout le projet, il est parti de cette intention, en fait, de dire il faut diffuser du pouvoir d'agir. Comme directeur, on en a.
Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Tout le monde connaît ma devise. Et de se dire, il faut que chacun se dise, au fond, oui, moi aussi, j'ai du pouvoir. J'ai le pouvoir de la relation avec le patient. J'ai un certain nombre de pouvoirs. Donc, en fait, c'est parti de ça. Et de ce constat-là, j'avais aussi envie, mais rapidement, parce que je suis sûre que vous en connaissez plein, ça rencontre en fait des inspirations. Il y a des gens qui vous inspirent, il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui ont pensé, il y a des gens qui ont testé. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, dans mon parcours, d'avoir beaucoup d'inspiration. Alors, je vais citer en vrac quelques-unes, comme ça, on pourra après échanger dessus. Le premier, c'est que c'est quelqu'un qui s'appelle Bertrand Martin, qui n'est pas hyper connu, mais qui est le fondateur de l'association dans laquelle on s'est rencontrés avec Karine, qui s'appelle EVH, des entreprises vivantes pour des hommes. Alors on a rajouté et des femmes vivantes, hein, et qui, en fait, dans son livre qui s'appelle Oser la confiance, il parlait de confiance, raconte comment il a mis en mouvement une entreprise industrielle qui fabriquait des moteurs de sous-marins, de je ne sais plus combien de collaborateurs, des gens qui n'avaient pas l'habitude en arrivant en disant l'entreprise va fermer si on se rassemble pas, si on trouve pas des choses. Moi je sais pas, c'est vous qui savez. Et que moi quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit mais c'est incroyable, sachant qu'il a fait ça dans les années 80, je pense, à peu près. Donc d'un seul coup, des choses qu'on ressent et puis des choses qu'on peut lire en se disant qu'il y a des endroits où c'est possible. Si on dit effectivement pouvoir d'agir, on parle d'autonomie, donc on parle de liberté. Moi, j'ai été très influencée par Viktor Frankl. C'est quelqu'un, parce qu'il a mis en face de la liberté la responsabilité. Et qu'à l'hôpital, si on dit liberté, ça peut vite être le grand n'importe quoi. Et ça, c'est pas possible. Donc comment on va gérer cette proposition de liberté avec la responsabilité qui va avec, tout en sachant que, in fine, juridiquement, le responsable, c'est moi. Donc, de temps en temps, ça fait des petites vagues, des petits blocages, etc. Mais justement, on y travaille en groupe quand on est bloqué sur nos transformations. Et puis plein d'autres. Alors, il y en a une, je vais la citer parce qu'elle n'est pas non plus connue, puis c'est une femme, et elle a écrit au début du XXe siècle. C'est Mary Parker Follett. C'est quelqu'un sur le leadership qui m'a beaucoup inspirée et qui dit notamment le leader, c'est pas celui qui fait des grandes choses, mais c'est celui qui permet à d'autres personnes de faire des grandes choses. Et comme ça, des inspirations, bien sûr, Vincent Lénart, etc. Je me suis dit, mais en fait, ça résonne dans ce que je constate à l'hôpital, c'est-à-dire comment créer les conditions de l'engagement, comment diffuser du pouvoir d'agir. Puis après, la révélation, celui dont j'ai le poster dans ma chambre, je dirais, si j'étais ado, c'est Frédéric Laloux. Et ça, je pense qu'il est peut-être plus partagé. Et ça expliquera pourquoi le projet, maintenant, il s'appelle l'hôpital en mode opale. C'est-à-dire que là, il y avait du concept, de la théorie, parce qu'il faut des mots pour pouvoir partager. Et puis surtout, il y avait description des organisations qui fonctionnent donc dans ce mode opale. Qu'est-ce qui se passe sur tous les processus d'une organisation quand on essaie de transformer différemment. Et donc, on est parti des 3 piliers du mode opale, qui est les premiers que je traduirais par une authenticité, la qualité de la relation, de l'être avec toutes les personnes qu'on rencontre. Le deuxième, bien sûr, c'est l'autonomie des équipes. Et le troisième, c'est, je reviendrai pour vous dire comment on l'a décliné, ce qu'il appelle la stratégie évolutive. C'est de dire qu'en fait, nos organisations sont complètement perméables au système, à la société, etc. Et que c'est fini de faire des grands plans sur la comète. Nous, c'est notre obligation, on doit avoir un plan stratégique tous les 5 ans, bien imprimé, sous la boîte à sucre dans le poste de soins. Et puis avec ça, en fait, on peut pas avancer. Donc on est parti de ça. Et quand je dis on, en fait, c'est que j'étais pas toute seule. Et ça fait partie aussi du terreau. En fait, quand on démarre quelque chose, en fait, c'est comme le jardin, quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir planter? Et dans le fonctionnement d'un hôpital, en fait, dans la gouvernance, c'est un binôme. Donc il y a un directeur qui est nommé, qui est responsable juridique. Et puis il y a un médecin qui s'appelle le président de la commission médicale, pour ceux qui connaissent un peu l'intérieur des hôpitaux, et qui lui est élu par ses pairs. Et donc tous les deux, on s'est posé ces questions-là, et ces questions de l'engagement, et de quelles conditions il faut qu'on crée, en fait, on les a mis à un endroit en disant, en fait, ça, c'est stratégique. Dans le terreau, j'avais aussi une équipe de direction qui, quand je suis arrivée, ni contre, qui s'est dit, de toute façon, c'est le chef, on va déjà l'écouter, puis on va voir ce que ça donne.
et que j'ai mis un peu en expérimentation d'un certain nombre de sujets. Et puis surtout, moi, j'avais une terrible envie de faire ça. Et la chance d'avoir des conditions autour de moi, comme EVH, comme mes petits camarades, pour me dire, au fur et à mesure du chemin, je vais pouvoir voir aussi pour moi qu'est-ce que ça veut dire de transformer cette organisation. Et donc voilà comment ça a commencé. On a défini, alors là je le fais en rétrospective parce qu'en fait c'était pas aussi clair au départ. Maintenant on a réécrit l'histoire. Parce qu'à un moment il n'y avait plus personne à comprendre, ça ressemblait un peu, si je prends une métaphore, je sais pas, de peinture, ça fait plutôt Pollock hein, comme schéma que d'autres peintres. Donc on s'est dit, il y a un an, on va essayer d'expliquer ce qu'on fait. Et donc on a en fait dans ce projet eu 6 partis pris. Le premier, je l'ai dit, c'est la diffusion du pouvoir d'agir. C'était important. Le deuxième, c'est que de notre point de vue, ça passait par la formation des managers. Donc les managers pour nous à l'hôpital, sur un hôpital comme le mien, c'est à peu près 150 personnes. Ça peut être des cadres de santé, donc des gens qui sont des soignants qui sont devenus managers d'une équipe. Et puis ce sont des médecins. Traditionnellement, un service, si je prends un cardio, on va avoir un chef de service et un cadre de santé. Puis après, il y a les étages, cadres de pôle, etc. Mais on s'est dit, en fait, c'est certainement par là que ça commence, la formation des managers. Après, on a été inspiré de quelqu'un qui est là, autour de la salle. C'est Jean-Jacques, autour de... il est là, voilà, en bleu. Qui a développé avec l'Académie du service un concept qui s'appelle la symétrie des attentions. Et en fait, on s'est dit, en commençant par les managers, il va y avoir un impact sur les équipes et il va y avoir un impact sur les patients. Voilà, c'est un parti pris. Et ensuite, on a comme parti pris d'expérimenter. Donc c'est pour ça que je dis là, je vous raconte quelque chose qui a l'air assez linéaire, mais en fait, on a testé plein de trucs. Je vais revenir. Il y en a qui ont plus ou moins marché. Ils s'adaptent au fur et à mesure. Les deux autres, c'est de se dire, en fait, pour avancer, c'est tout ce qui est autour de l'intelligence collective. Ce sont ces principes, ce sont ces rituels, ce sont ces outils qu'on va mettre à disposition de nos managers et on va leur faire vivre, on va leur faire expérimenter. Donc ça, c'est le 5e. Et puis ensuite, on s'est dit, mais il faut que ce soit global, en fait. C'est-à-dire qu'au début, le projet managérial, c'était le projet de Nathalie. Tout le monde me disait, c'est super, mais c'est un truc en plus, on a déjà beaucoup de boulot. Donc, si tu veux... Et je disais, mais non, c'est pas un truc en plus, c'est un truc autrement. Et pour le montrer, il fallait reprendre, et c'est là-dessus que la Lou nous avait été utile, en disant, mais dans cette transformation, ça veut dire quoi sur comment on recrute, comment on décide, hein, comment on fait tous les rituels de l'hôpital à l'aune de cette intention qu'on avait au départ avec le président des médecins, donc, qui s'appelle Karim. Donc, premier pas, c'est ce que nous on appelle le comité de direction, c'est le comité exécutif dans les organisations. Il faut convaincre, il faut emmener, parce que si demain, qui sont chacun responsables d'une direction, ils ne sont pas alignés et que dans leur façon de faire avec les équipes, ça dit autre chose que l'intention qu'on avait posée, on sait à quel point ça peut être délétère dans les transfos. On est allé vers les cadres supérieurs parce qu'on se disait que c'était un échelon, et ça s'est avéré vrai, pour lequel ça allait être compliqué, cette transformation. Et puis, on leur a fait tester des codev, des séminaires, enfin voilà, tout un tas de choses. Et puis, en 2018, on s'est dit, on va sortir du bois, vraiment, en annonçant le projet. Et là, on a fait, on a quand même, si on pense pour les managers, dans notre logique, il faudrait leur demander de quoi ils ont besoin. Donc, énorme sondage. Il y a eu 75% des managers qui ont répondu, ce qui, dans nos hôpitaux, est assez rare. Parce qu'en général, quand on fait une enquête, j'espère que ça sera plus, mais parce qu'on a quelque chose dont je parlais tout à l'heure maintenant. On a fait un World Café pour leur à la fois faire vivre les espaces d'intelligence collective et puis définir les grands axes. Et le projet a démarré comme ça, de façon officielle, en étant un élément du projet stratégique de l'hôpital. Avec un choix aussi, c'est de le dissocier de ce que nous on appelle le projet social, qui est lui obligatoire dans les textes et qui va être tout ce qui est autour des conditions de travail, de la qualité de vie au travail, parce qu'on ne peut pas transformer si à la base on n'a pas assez d'infirmières par rapport au nombre de patients, si on n'a pas des organisations qui tiennent la route, si on ne s'occupe pas des gens dans ce que moi j'appelle le basique, leur carrière, leur formation, etc.
Puis oui, dans la sortie du bois, toujours dans cette idée que c'est global, hein, et c'est pour ça qu'on a maintenant une rosace un peu, c'est de se dire, on va commencer à impacter les premiers processus. Et le premier processus qu'on a développé, donc comme il faut toujours donner l'exemple, il paraît, c'est le recrutement collectif. Et donc, depuis cette époque, on recrute les directeurs dans le comité de direction selon un processus d'intelligence collective tous ensemble. Donc, j'ai diffuser mon pouvoir là, puisque c'est pas moi qui décide en fait des directeurs qui font partie du CODIR, c'est nous, le collectif. Et ce qu'on a changé aussi à ce moment-là, alors ça peut vous paraître complètement anecdotique, mais c'est la cérémonie des vœux. Parce que dans les transformations, on nous dit il y a 4 cadrans et tout ça, il y a les rituels, donc on regardait nos cadrans. Cérémonie des vœux, à l'hôpital, c'est peut-être comme ça dans vos organisations, c'est super ennuyeux. Tout le monde fait un discours, hein, commencez par moi. Il est très long parce que je suis obligée de faire gaffe à oublier personne. Après, il y a monsieur le maire, madame le maire, monsieur le président de ceci, etc. Et les gens sont là pendant 1 heure à attendre et puis ensuite ils se disent ouf, c'est l'heure du buffet. Et donc là, on s'est dit, bah, si on veut pouvoir d'agir, c'est d'abord oser sa parole pour ensuite oser ses projets, oser des décisions, etc. Et on a dit, en fait, ça va être des témoignages, voilà, inspirés aussi de tout ce qu'on vit à EVH, du témoignage. Et donc, ce sont les professionnels qui montent sur scène, alors vraiment, ils ont une grande salle des fêtes, et qui racontent l'année à travers ce qu'ils ont vécu. Donc ça, c'est le démarrage. Le cœur, j'ai dit, c'est la formation. Donc le dispositif qui est au cœur de ça, c'est un parcours de formation et d'accompagnement. Ça s'appelle le Lab des managers. On l'a internalisé, donc ça a été un vrai choix. C'est ce qu'on dit, il ne faut pas que ce soit qu'une formation. Souvent, les managers dans les hôpitaux, ils partent, y compris dans de très grandes écoles. Ils vont se former, ils reviennent et puis il ne se passe rien. Donc on l'a créé dans une idée de faire des promotions, donc de créer des collectifs de pairs. Donc maintenant, il y a les promos 1 jusqu'à 5. Maintenant, il y a des alumni. Donc en fait, c'est toujours de créer le collectif et de faire que les gens se rencontrent au-delà de leur mission et de leur grade. Donc on a commencé avec des promotions de docteurs, parce qu'on avait toute une fournée, si je puis dire, de jeunes docteurs qui allaient prendre leur fonction. Et on s'est dit, on ne va pas les jeter dans le grand bain comme ça. Après, on s'est dit, oui, mais est-ce que les docteurs, on les laisse tout seuls? Donc on a fait des promotions mixtes avec les cadres. Ensuite, on a fait le lab des binômes, où là, c'est les binômes chefs de service cadres, c'est-à-dire des gens qui sont en réalité managériale avec une équipe qui travaille sur eux. Et en gros, c'est 5 jours, le parcours. Il y a une base managériale, parce qu'un médecin qui prend une équipe, il y en a un, la dernière fois, il n'y a pas longtemps, le chef de Réa, qui vient d'arriver, il me dit quand même, en fait, je ne pensais pas qu'il y avait une théorie sur le management. Quand on lui a dit voilà, qu'il y avait des gens qui avaient pensé le management. Donc, mais honnêtement, hein, c'était pas une blague. Et il dit c'est super intéressant. Ces médecins, ils commencent toujours par la revue de littérature, donc on leur donne voilà, le management. Donc ils ont une partie managériale qui, elle, est faite par un partenaire. Et ensuite, ils ont des modules, ce qu'on appelle les fondamentaux, parce qu'on s'est aperçu que pour ces transformations, il faut que les gens puissent se situer dans le système. Si on veut agir sur le système, il faut comprendre, en fait. Et la pensée systémique à l'hôpital, elle est très étrangère. Ce sont des professionnels qui sont plutôt formés sur une pensée analytique. Et là, la particularité, c'était un autre objectif, c'est que les modules, par exemple, module territoire, comment se situer sur le territoire, comment ça fonctionne, sont faits par les directeurs qui sont spécialistes du sujet. Donc la DRH avec son équipe fait le module RH, et donc la directrice stratégie fait le module territorial, etc. Et en fait, ça a créé des liens entre les médecins, les directeurs, les cadres, les directeurs autrement. Et demain, vous connaissez vos interlocuteurs, vous pouvez les voir facilement. Ça a valorisé les directeurs et donc ça a vraiment changé quelque chose dans la relation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le parcours? Je regarde. Ah oui, alors il y a le parcours, 5 jours. Donc on en est à la 5e promotion. Et puis, une fois qu'on est manager, il y a ces fameux espaces d'intelligence collective. Donc il y a ce qu'on appelle le café gourmand. Vous allez voir, on mange beaucoup à l'hôpital. Hein. Donc il y a le café gourmand, il y a le midi manager. Enfin, tout simplement parce que c'est souvent sur l'heure du repas et donc on prévoit de la convivialité qui va avec, les interstices toujours hein, quand on fait rencontrer des gens. Et donc, ils ont chacun un objectif. Il y en a un qui est apprenant, le Midi Manager, c'est une inspiration extérieure et une mise en mouvement. Au fond, voilà, quelqu'un vient intervenir sur la confiance. Au fond, comment ça se passe dans mon service, etc. Le Café Gourmand, c'est plutôt un carrefour de l'information. Chacun vient et ça se fait en popcorn.
Et puis, bien sûr, il y a des co-développements. C'est un outil qu'on utilise beaucoup. Aussi parce qu'il n'est pas trop cher, parce qu'on pourra en parler budget si vous voulez. Et puis un peu de coaching individuel quand même en fonction des demandes. Et puis maintenant, depuis l'année dernière, on a l'université d'automne du management de l'hôpital Simone Veil. On est super fiers. Surtout que l'année dernière, on l'a fait à Athletica. J'ai une question, Nathalie. Comment ça se passe sur le terrain pour les personnes qui sont auprès des patients et qu'est-ce que eux décident? Alors, dans les processus, j'allais y venir, dans les processus d'autonomie, la question, c'est la délégation. Donc, en fait, on a délégué de l'argent, des crédits, où là, effectivement, les équipes peuvent décider d'achat d'équipements ou d'achat de fonctionnement. On a un dispositif qui s'appelle la prime d'engagement collectif qui permet à des personnes de... Alors, sans les managers, là, pour le coup, puisque tu parles des équipes au-delà des managers, sachant que notre porte d'entrée, elle est très concentrée sur les managers dans l'idée que ça diffuse et que ça va changer leur façon de faire au quotidien. Mais il y a un dispositif qui est direct où chaque professionnel peut se regrouper, enfin ils peuvent se regrouper, présenter un projet, mais pas une idée, un projet, ce qui est compliqué. Et puis il y a un jury, mais qui est composé de représentants des usagers, de professionnels de l'hôpital, qui va valider les projets, etc. Donc il y a cette capacité. Et puis il y a quelque chose qui est très simple, mais qui au début n'était pas évident, c'est de dire comment on ose sa parole dans une équipe de soins. Donc comment on prépare les managers à ce qu'il y ait des professionnels qui lèvent la main, qui puissent parler. Là-dessus, il y a un exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle le professeur Colomba, qui a beaucoup travaillé sur la question du participatif. Et il a changé quelque chose qui paraît super simple, c'est le staff. Dans les services, le staff, c'est le moment où on fait le bilan autour du patient. Et lui, il a changé le tour de parole, simplement. C'est d'abord la SH, après l'aide-soignant, après l'infirmière, après les jeunes docteurs, et lui, il parle en dernier. Et ça change complètement, en fait. C'est déjà de dire la parole de chacun a une voix, un homme. Le patient, il est global. Tout le monde est en relation avec lui, donc tout le monde a quelque chose à dire. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a envie, à travers la transformation des managers, de proposer au sein des équipes. Il y a deux choses simplement, je voulais dire, sur lesquelles on s'est pas mal interrogé. C'est de dire dans tous les processus qu'on veut impacter, donc comment on décide d'acheter les équipements, comment on recrute, etc. Il y en a deux qui sont plus compliqués. Il y a la stratégie et la gouvernance. Alors sur la stratégie, on avait notre troisième pilier de la Loue, stratégie évolutive. Donc un projet stratégique à l'hôpital, c'est d'abord une offre de soins sur un territoire. Donc c'est ce que nous, on appelle un projet médical. Et on s'est dit, à peu près tous les 2 ans, on refait le tour de l'ensemble des équipes médicales pour voir un peu comment elles voient les choses. Et il y a un système de circuit court, on va dire. Si un médecin, une équipe, un projet qui répond aux besoins du territoire, il y a une étude évidemment médico-économique pour savoir si on peut le financer. Et il peut être présenté donc, dans une instance qui s'appelle le directoire s'il est validé à se mettre en place dans les mois qui suivent. Et ça va incrémenter le projet médical et le projet stratégique. Donc c'est une grosse machinerie malgré tout. Pour nous, c'est plus facile de faire un truc tous les 5 ans, un peu participatif, que de dire en fait au fil de l'eau, au fil des besoins, au fil des envies aussi. Un médecin, il a toujours une envie de surspécialisation. Au fil des constats des équipes, on va adapter la stratégie de l'hôpital. Aussi au fil des rencontres avec les partenaires, parce qu'on est une organisation qui n'est pas hors sol. Et donc, tous les acteurs de santé du territoire vont influencer notre stratégie. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé sur la stratégie. Sur la gouvernance, c'était plus compliqué. La gouvernance, elle est hyper normée, mais je pense que dans vos organisations, c'est un peu pareil. Il y a un conseil de surveillance, il y a un comité des usagers, il y a la commission truc. Et ça fonctionne, c'est écrit dans le code de la santé publique. Et donc, on s'est dit, là, on n'a pas tellement de marge de manœuvre. L'intelligence collective sur un conseil de surveillance, moi, j'avoue, je n'ai pas réussi encore. Enfin, je n'ai pas tenté, mais c'est pour la suite. Hein. C'est des invitations. Et puis, on avait aussi des espaces, ces fameux espaces d'intelligence collective, ces promotions. Enfin, voilà, il y avait des collectifs qui se créaient. Et je faisais toujours ce signe-là. Je cherchais l'endroit où on allait rencontrer, j'allais dire, l'ancien système et puis l'émergence de ce nouveau système avec de nouveaux collectifs. Et là aussi, inspiré par des camarades de VH, on s'est plongé dans la sociocratie. Et on a créé un espace qui s'appelle le Cercle des Transformations, où en fait, donc le principe, c'est que chacun des cercles, les vieux cercles, les nouveaux cercles, les espaces qui existent, via une élection sans candidat, vont désigner quelqu'un dans le cercle des transformations.
en binôme avec le responsable opérationnel du cercle. Si je prends si je prends par exemple le directoire, hein, donc la présidente du directoire en l'occurrence c'est moi, donc je fais partie à ce titre-là. Et dans le directoire, on fait une élection sans candidat et il y a quelqu'un qui vient avec moi. On est en binôme dans le cercle des transformations. Et ça, on l'a fait pour avoir des étudiants, des usagers, des infirmières avec la commission des soins, des gens qui ne sont jamais réunis. Et la semaine dernière, il y a un représentant des usagers qui nous a fait super plaisir parce qu'il a présenté le cercle justement au conseil de surveillance. Et il a dit, c'est le seul endroit de l'hôpital où on est tous en parité. Et donc là, vraiment, c'était l'objectif, c'est dire dans cet espace-là, on va penser l'avenir de l'hôpital, on va inspirer un peu un think tank interne. Et donc tout ce qui émerge dans le cercle, on est les binômes, on est chargé de le ramener dans nos cercles, qui sont des cercles opérationnels, pour le faire vivre. Et ça a été, en tout cas notre réponse, à comment on influence le processus de gouvernance. En fait, le sujet, au bout de 8 ans, c'est de se dire, mais au fond, qu'est-ce que ça change? Est-ce que l'hôpital Simone Veil est différent des autres hôpitaux? Du point de vue de certains points de vue, non. Et d'autres points de vue, peut-être que oui. Donc, comment on mesure les choses? Alors, on mesure avec des choses, comment on appelle ça dans les entreprises? Des KPI, non? C'est ça que vous dites comme ça? Voilà, on a une croissance d'activité, on est en déficit, mais pas trop. On a une attractivité sur les postes d'encadrement. Ça, par contre, voilà, ça commence à être connu, donc les cadres de santé viennent. On a un baromètre social. Aucun poste vacant, c'est ça? Oui, sur l'encadrement de proximité. Et c'est ça qui est intéressant. On a donc ces indicateurs un peu classiques. On a une sorte de baromètre social qui se fait une fois par an dans le cadre de l'évaluation, où là, on voit les progressions. Alors, je vais vous donner juste un chiffre, je les ai pris parce que je ne me souviens jamais. Sur la question de est-ce que j'ai trouvé ma place, en fait. Il y avait la question de la place, il y avait la question de comment on peut s'exprimer. Et sur ces items-là, on est entre 86% de oui, 98% de oui, avec des plus 3 points ou plus 5 points sur les 2 ou 3 dernières années. Donc pour nous, c'est un indicateur. Et puis là, on a plein d'autres pistes pour la suite, mais on va faire, donc toujours avec Jean-Jacques, parce que c'est la symétrie des attentions, le fameux baromètre, on va mesurer avec un questionnaire la gouvernance. On avait imaginé des trucs. Les managers, qu'est-ce qu'ils en disent? Les équipes, qu'est-ce qu'ils en disent? Et puis surtout, parce que c'est notre finalité, nos patients, qu'est-ce qu'ils disent de tout ça? Et donc ça, c'est le rendez-vous à l'automne pour les résultats. Voilà, merci. Merci. Tout à l'heure, tu as parlé de témoignages lors du déjeuner, parce que vous bouffiez beaucoup. Donc nous, on va aussi manger ensemble. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est de dire que c'était un témoignage insufflant, inspirant, donner du souffle. Et le souhait, c'est que par ce que vous avez écouté, les résonances que ça fait pour vous, que vous soyez patient, que vous soyez dans une équipe, dans un autre métier, que vous travaillez à l'hôpital. Qui travaille à l'hôpital ici? Ou avec dans l'environnement hospitalier ou de la santé? Donc il y a... Prévenir avant. À présent, vous êtes par petits groupes mélangés, avec des pastilles de couleurs différentes. La proposition que nous vous faisons, c'est de prendre 20 minutes en petits groupes. Donc vous mettez par 4, normalement c'est par petits groupes, et puis ceux qui sont, vous pouvez faire un groupe de 5, et vous ramenez vos chaises. Faites des cercles, on vient de parler de cercles, et l'estrade et les chaises comme ça, c'est pas tellement propice à l'intelligence collective. Donc là, le souhait, c'est que pendant 20 minutes, vous preniez le temps de se dire, voilà, qu'est-ce qui m'a touché dans ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qui me donne du souffle? Quelles sont les idées qui germent dans mon métier à moi? Organisations hyper pyramidales, voilà ce que je pense.